Quelques exemples d'actions mécaniques. On pousse la balle fait tomber le cylindre. 1. La mécanique. Que représente la mécanique? Définition. La mécanique est la branche du savoir qui s'intéresse aux études des actions d'un objet sur un autre objet en vue de le mouvoir ou de le garder en équilibre. 2. Modélisation de l'action mécanique. Pour décrire l'action d'un objet sur un autre objet, les scientifiques ont introduit une notion physique, la force. La notion la plus répandue sur la force est la force musculaire. La notion de force ne se limite pas aux actions musculaires. C'est une notion qui englobe toute action d'un objet sur un autre objet. 3. Mise en évidence d'une force. Un objet peut subir une force sans que cette action soit perçue par nos sens. Comment donc savoir si un objet a subi ou pas l'action d'une force? Pour mouvoir un objet, on applique une force. Pour changer la trajectoire d'un objet, on applique une force. Pour garder un objet en équilibre, on applique une force. Pour déformer un objet, on applique une force. Conclusion. La force est une notion physique qui se concrétise par le mouvement d'un corps, le changement du mouvement d'un corps, l'équilibre d'un corps, la déformation d'un corps. 3. Caractéristiques d'une force. Chacun des deux enfants tente de surpasser l'autre. Activité 1. Quelle est la direction de l'action de chacun des deux enfants sur la corde? Les deux forces sont exercées dans la même direction, même droite. Les deux enfants appliquent-ils la force au même point? Les deux enfants appliquent deux forces en deux points différents. 3. Les deux enfants tirent-ils la corde dans le même sens? Les deux forces sont exercées selon deux sens opposés. Pour que l'un d'eux surpasse l'autre, que doit-il faire? Pour que l'un d'eux surpasse l'autre, elle doit tirer avec plus d'intensité. 5. Conclusion. Quels sont les facteurs qui différencient
une force d'une autre force sans prendre en considération la nature des objets. On peut différencier une force d'une autre force par la direction de son application, le sens de son action, le point de son application, ainsi que son intensité. Conclusion. La force a 4 caractéristiques. Point d'application, lieu où s'exerce la force, ligne d'action, la droite selon laquelle s'exerce la force, sens, le sens de l'action, intensité, une grandeur qui exprime le niveau de l'action. Mesure de l'intensité d'une force. L'intensité de la force est une grandeur mesurable qui se compte en newtons et que se mesure avec un dynamomètre. Donc on a là des exemples de dynamomètres qui sont mécaniques ou numériques. Donc on suspend l'objet au crochet et ça nous donne l'intensité de la force. 4. Représentation d'une force. La force est une notion abstraite. Pour la matérialiser, on la représente par une flèche. Son origine représente le point d'application. Son corps représente la ligne d'action. Sa tête représente le sens de l'action. Sa longueur représente l'intensité de la force, bien sûr en utilisant une échelle. Exemple. Donc l'aimant attire la boule en fer vers lui. Donc direction horizontale, sens vers l'aimant, intensité, ça dépend de sa valeur, donc c'est la longueur. Point d'application, donc l'action de l'aimant, c'est une force répartie. Donc elle est exercée sur toute la boule. Donc le point d'application, c'est le centre de gravité de la boule. Si la boule, bien sûr, est homogène. Sinon, il faut chercher le centre de gravité. Bon, c'est le centre de gravité là qui est confondu avec le centre de la boule. Donc, si la boule n'était pas homogène, il faut chercher son centre de gravité. Donc, c'est le point d'application de la force. Et il y a aussi la force exercée par le fil. Point d'application, c'est le point de contact avec la boule. Direction confondue avec le fil, c'est la droite confondue avec le fil. Le sens, c'est vers le haut. Donc, deuxième exemple, le poids. Le poids d'un corps est la force exercée par la planète Terre sur ce corps. Donc, on l'a vu sur le cours précédent, attraction universelle. Le poids d'un corps est exprimé par la relation vecteur P est égal à 1 fois vecteur G, où G représente le vecteur intensité de pesanteur. L'intensité des poids peut là être calculée. Elle est égale à 1 fois G, avec G au niveau de la mer qui vaut 9,8 newtons par kilogramme. Donc c'est là des intensités qu'on peut calculer. Donc on a vu que l'intensité est mesurable,
Mais des fois, on peut la calculer aussi parce qu'il y a des relations qui donnent l'expression de cette intensité. Donc, il faut retenir cette expression. Classification des forces. On peut classer les forces selon 3 critères. Contact ou à distance, ponctuel ou réparti, interne ou externe. Mais avant tout, classement, il faut cerner l'objet ou l'ensemble d'objets étudiés, ce qu'on appelle le système à étudier au système mécanique. Les forces à distance et les forces de contact. En revenant à l'exemple précédent, pour que le fil applique une force, le contact avec la boule était nécessaire. Donc le fil doit toucher la boule pour exercer son action. Donc c'est une force de contact. Par contre, aucun contact n'était nécessaire à l'aimant pour qu'elle exerce sa force. Donc on a vu que l'aimant exerce sa force à une certaine distance de la boule. Résultat, les forces sont classées en force de contact. Si l'objet exerçant la force se trouve en contact avec l'objet subissant cette force. Force à distance, si l'objet exerçant la force ne se trouve pas en contact avec l'objet subissant cette force. Remarque, tout objet en contact avec le système étudié exerce une force de contact sur cet objet. Donc lorsqu'on limite le système mécanique à étudier, on cherche tous les objets qui le touchent. Ces objets exercent une force de contact sur lui. Force interne et force externe. Donc on a là une image d'une boîte contenant 2 boules, S1 et S2. En l'absence de S2, S1 va tomber. Donc S2 garde S1 en équilibre en exerçant une force. Donc cette force est appelée force interne si on choisit le tout comme système à étudier. La boîte, les 2 boules, c'est notre système à étudier. S1 et S2 appartiennent au système à étudier. Donc la force exercée par S2 sur S1 est une force de contact. De même, la force exercée, puisqu'elle le touche, S1 et S2 se touchent. Donc l'un exerce une force sur l'autre. Les 2 forces sont internes. De même, la boîte exerce une force sur S1 et sur S2. Donc ce sont des forces internes. Résultat, après limitation de l'ensemble étudié, on peut classer les forces selon par interne si l'objet qui l'exerce appartient à l'ensemble étudié, externe si l'objet qui l'exerce n'appartient pas à l'ensemble étudié. Force ponctuelle ou force répartie. Le fil empêche la boule de tomber en exerçant une force dont le point d'application est A. Donc le point A, c'est le point de contact. En l'absence de fil, la boule tombera sous l'action de son poids. La Terre exerce cette force sur toute la boule. Donc le fil n'exerce sa force qu'au point A, mais la Terre exerce sa force sur toute la boule.
La force ou les forces sont classées selon le lieu d'application en force ponctuelle, si son lieu d'application est un point de l'objet la subissant. Force répartie, si son lieu d'application sont des points de l'objet la subissant. Conclusion, les forces sont classées en force contact, force à distance, force interne ou force externe, force ponctuelle ou force répartie. Donc il faut revenir aux définitions, il faut apprendre les définitions pour pouvoir répondre à quel type appartient la force. 3. Nature de contact entre deux surfaces. Action normale. Donc on a dit que tout objet qui touche le système étudié exerce une force. Donc lorsqu'on pose des trucs sur des surfaces, ces surfaces exercent des forces. Donc là on a une surface dure et l'eau. On a posé du liège et du fer. Bien sûr, le fer plonge dans l'eau. Activité 2. Que faut-il faire pour mouvoir un objet? Que faut-il faire pour garder un objet en équilibre? Pour mouvoir un objet en équilibre ou applique en équilibre, pour mouvoir un objet ou garder un objet en équilibre, on applique une force. Le fer a plongé parce qu'il subit l'action de son poids. Question 3. Pourquoi le liège restait en surface? L'eau, puisqu'elle est en contact avec le liège, elle exerce une force de contact. Donc c'est la force de l'eau qui le garde en équilibre. Question 4. L'eau agit-il uniquement sur le liège? Puisqu'il y a contact, l'eau agit aussi sur le fer. Donc, on a dit que tout objet qui touche le système étudié exerce une force de contact. Donc l'eau touche le fer, donc elle exerce une force de contact sur le fer. 4. Ou plutôt 5. Détermine la direction et le sens de l'action de l'eau. L'eau agit vers le haut selon une direction normale à la surface. Donc on a vu le plongeon de la boule du fer, elle a plongé verticalement sous l'action de son poids. Et l'eau agit aussi normalement sur ce fer. Sinon, on aurait vu une rotation des morceaux de fer. Pour le liège, elle est en équilibre. On a étudié l'équilibre d'un objet sous l'action de deux forces au collège. Donc les deux forces ont la même direction. Donc l'action de l'eau a la même direction que le poids. C'est-à-dire qu'ils sont tous les deux normales, verticales. Verticales, c'est-à-dire normales à la surface. Pourquoi les deux objets ne sont pas enfoncés dans la surface dure? La surface dure applique des forces qui équilibrent les poids des deux objets. Donc c'est pour cela que les deux objets ne sont pas enfoncés dans la surface dure. Comme conclusion, quelle est la nature de l'action d'une surface sur un objet posé sur elle?
La surface applique des forces normales vers le haut pour résister à leur enfoncement dans cette surface. Donc la surface pousse les objets pour les empêcher de s'enfoncer. Donc elle les pousse verticalement à elle. On utilise le terme normal. Vertical, c'est normal à la surface. Donc l'action est normale. Conclusion, les surfaces appliquent des forces sur les objets posés sur elles. Les surfaces appliquent des forces normales qu'on note Rn, réaction normale, aux objets posés sur elles. L'intensité de la force dépend de la nature de la surface. Donc on a vu que l'intensité exercée par la surface de l'eau est très faible par rapport à l'intensité de la force exercée par la surface dure. Donc l'intensité de la réaction de la surface dépend de la nature de la surface. 3.2. L'action tangentielle d'une surface. Donc là, on a des objets posés sur des surfaces inclinées différentes. On a une surface lisse et on a une surface rugueuse. Et on a la même surface lisse, mais on a posé là un objet qui a une surface rugueuse. Donc l'objet sur la surface lisse glisse alors que les deux autres restent en équilibre. Donc c'est un phénomène qu'on va étudier. Activité 3. Que faut-il faire pour mouvoir un objet? Que faut-il faire pour garder un objet en équilibre? Donc c'est la même question que pour l'activité précédente. Donc la réponse est on applique une force. Question 2. Pourquoi l'objet posé sur la surface lisse s'est-il mis en mouvement? L'objet s'est mis en mouvement sous l'action de son poids. Donc, bien sûr, tout objet subit l'action de son poids qui tente de le descendre. Question 3. Pourquoi l'objet posé sur la surface rugueuse est resté en équilibre? Donc l'objet posé sur la surface rugueuse, lui aussi, subit son poids. Donc pourquoi il ne bouge pas? L'objet est resté en équilibre parce qu'il subit l'action de la surface. Donc c'est la surface rugueuse qui l'empêche de bouger. Elle le garde en équilibre. Question 4. Détermine la direction et le sens de l'action exercée par la surface rugueuse sur l'objet. La force empêche le glissement de l'objet sur la surface. Donc sa direction est tangentielle, donc parallèle à la surface. Et son sens est opposé au sens du mouvement. Donc elle empêche le mouvement de l'objet, elle empêche la descente de l'objet. Donc son sens est vers le haut, opposé au mouvement. La surface lisse applique-t-il le même genre d'action? Justifie ta réponse. Donc, la surface lisse applique le même genre d'action puisque l'objet rugueux est resté en équilibre. Donc, toutes les surfaces appliquent une action tangentielle sur les objets posés sur elles. Résultat, la surface exerce une action tangentielle symbolisée par RT, réaction tangentielle, sur tout objet posé sur elle. L'action tangentielle s'oppose au mouvement tangentiel de l'objet. Donc, tangentiel, c'est parallèle à la surface. Conclusion.
La surface applique une action ou une force symbolisée par R, réaction, sur les objets posés sur elle. Cette force a deux effets. Un effet normal qui empêche l'enfoncement de l'objet en elle. Un effet tangentiel qui empêche le mouvement tangentiel de l'objet. Donc toute surface a une action R, mais qu'on peut scinder en deux actions, Rn et Rt. Modélisation, donc on a l'objet, l'action tangentielle qui empêche le glissement de l'objet, l'action normale qui empêche l'enfoncement de l'objet. Donc les deux actions sont rassemblées en une seule action qui a un sens opposé à celui du mouvement. Donc le mouvement potentiel de l'objet est vers le bas, la flèche est dirigée dans le sens contraire. R est dirigé dans le sens contraire. Donc sa valeur, c'est la racine carrée des deux composantes, ou la racine carrée des carrés des deux composantes, RT au carré plus Rn au carré. Donc là, on a appliqué le théorème de Pythagore pour avoir cette relation. R au carré. On a un rectangle, ou plutôt un triangle rectangulaire. Si on déplace le Rn là, on aura, avec les trois vecteurs, un triangle rectangle qui nous donne hypoténuse au carré est égal côté adjacent au carré plus côté opposé au carré. Donc, quelle est l'origine de cette force tangentielle? Pourquoi les surfaces empêchent le glissement des objets sur elles? Si on visualise au niveau microscopique la surface, on verra qu'elle contient des rugosités, des déformations. Par exemple, là, on observe une surface avec un microscope très puissant. Donc là, on voit qu'il y a des rugosités, des trous, etc. Et la même chose pour la surface de l'objet. Donc lorsqu'un objet glisse sur la surface, les déformations s'opposent au mouvement. On appelle l'action tangentielle de la surface action de frottement. Donc on dit que les deux objets se frottent l'un sur l'autre. Donc on a appelé l'action tangentielle de la réaction de la surface la force de frottement. Résultat, on appelle la composante tangentielle RT de l'action d'une surface force de frottement. Les forces de frottement exercées par une surface sont dues aux rugosités des formations microscopiques de cette surface ainsi que aux déformations de l'objet posé sur elle. Coefficient de frottement. Donc les surfaces n'ont pas le même effet, on l'a constaté sur la surface lisse et la surface rugueuse. Donc on a cherché une grandeur qui permet de différencier les actions des surfaces sur les objets posés sur elles. Donc on a introduit ce qu'on appelle le coefficient de frottement. Donc là on constate que le R forme avec la composante tangentielle un angle phi pour cette surface.
Donc on change de surface. Par exemple, on pose des plastiques sur la surface, donc on aura une nouvelle surface moins rugueuse. Donc l'action tangentielle aura une intensité moindre. Par conséquent, si on détermine l'angle que forme R avec le Rn, elle aura une valeur inférieure. Donc cet angle phi entre R et Rn est appelé angle de frottement. Donc c'est une définition à retenir. Et on appelle coefficient de frottement RT sur Rn au tangente phi. Donc le RT, on peut le déplacer vers le haut. On aura un triangle rectangle. Si on prend la tangente de phi, on aura quoi? Donc on a déplacé le RT vers le haut. La tangente, c'est le côté opposé sur l'hypoténuse. Ça nous donne pour le sinus. Ou plutôt la tangente directement. Donc la tangente, c'est quoi? C'est le côté opposé sur le côté adjacent. Le côté opposé des triangles formés par les trois flèches et RT, le côté adjacent c'est Rn. Donc la tangente de phi est égale RT sur Rn. Donc ce sont là des définitions à retenir. Conclusion. Les surfaces n'ont pas les mêmes actions sur les objets posés sur elles. Pour différencier ces actions, on a introduit une grandeur, l'angle de frottement phi, ou le coefficient de frottement K. Remarque, en l'absence de frottement, donc s'il n'y a pas de frottement, la valeur de RT sera nulle. On aura uniquement le Rn confondu avec le R. Donc dans ce cas, R est égal uniquement RL. L'angle phi aura pour valeur 0. La force pressante, mise en évidence de la force pressante. Donc autre force qu'on peut rencontrer lors de nos études. Donc jusque-là, on a deux forces qui sont toujours présentes, c'est le poids et l'action des surfaces. Donc elles sont présentes dans la plupart des études en mécanique. Et une autre force qu'on peut rencontrer, c'est la force pressante. Donc on a une pompe à air et un ballon rempli d'air au vide. On fait marcher la pompe, le ballon se gonfle bien sûr. Activité 5, que faut-il faire pour déformer un objet? Donc on le sait, pour déformer un objet, on exerce une force. Qui a déformé le ballon? Détermine la nature de cette action. Donc c'est pas la pompe qui a déformé le ballon. Donc on a deux classes ou deux types de force, force contact, force à distance. Et les forces à distance sont ou bien entre deux masses, et les masses là sont très petites pour qu'elles aient une action visible. Il y a aussi pour les forces à distance les forces électriques qui sont entre des charges électriques, donc là les objets ne sont pas électrisés.
il y a les forces magnétiques entre objets aimantés. Et là, les deux objets ne sont pas aimantés. Donc l'action qui a entraîné le gonflement des ballons est une action de contact. Donc on va chercher l'objet en contact avec le ballon qui a exercé cette force. Donc quel est cet objet? C'est l'air qui entre dans le ballon. Donc c'est l'air interne qui déforme le ballon. Donc c'est une force de contact répartie pour ce qu'il est exercé sur toute la surface interne des ballons. Donc répartie et de contact. Et extérieur, si on prend comme système étudié uniquement le ballon et non l'air contenu dans le ballon. Donc le système étudié est la couche des ballons et non l'air. Détermine la direction de cette action. Donc puisque le ballon s'est déformé selon des directions normales, à la surface interne du ballon, alors l'action est normale. Donc c'est comme l'air pousse la surface interne du ballon dans toutes les directions. Donc ces directions sont perpendiculaires à la surface interne du ballon. Donc on dit normal. Le terme utilisé c'est normal. Perpendiculaire à une surface, c'est normal. Question 4. Détermine le sens de cette action. Bien sûr, c'est de l'air vers le ballon. Donc on appelle cette force de pression, ou force pressante. Justifie cette appellation. Donc c'est tout simple, l'air presse le ballon pour le déformer. Donc c'est une force pressante. Si on substitue l'air par l'eau, que verra-t-on? Donc on verra la même chose. Si on remplit le ballon avec de l'eau au lieu de l'air, on verra la même chose, la déformation normale des ballons. Bien sûr, il faut le remplir totalement, sinon on aura des déformations différentes. Donc le remplir totalement. Quel nom conventionnel d'entend est l'ensemble des liquides et des gaz? Donc les liquides et les gaz ont certaines caractéristiques communes. On les a rassemblés dans une même famille qu'on appelle les fluides. Donc les gaz et les liquides sont des fluides. Donc revenons d'abord pour la solution. Donc on nomme les fluides l'ensemble liquide, gaz. Conclusion. Les fluides, les liquides et les gaz appliquent des forces pressantes sur les objets en contact avec elles. La force pressante est une force contact répartie. La force pressante a une ligne d'action normale à la surface, je le rappelle, direction perpendiculaire à la surface. Sens des fluides qui agissent sur la surface qui subit. Donc c'est toujours dans ce sens. Définition de la pression. Donc c'est pourquoi on a vu la déformation de ballon. Donc l'air est composé de molécules d'oxygène, de diazote, etc. On a un certain nombre de gaz. Analyse. Les fluides sont constitués de molécules. Les molécules sont constituées d'atomes. L'atome est constitué d'un noyau entouré par un nuage électronique.
il se produit des répulsions électriques entre les molécules, entre les nuages électroniques. Donc deux charges de même nature se repoussent. Donc charge négative avec charge négative, les molécules de composant l'air vont se repousser. Le mouvement des molécules entraîne des chocs entre elles et avec les parois des récipients. Donc les molécules frappent les parois des récipients contenant ces molécules. Donc c'est de là que vient, plus l'agitation est intense, plus la pression augmente. Donc la pression, c'est ces chocs des molécules de l'air ou d'un fluide en général avec les parois. Donc plus l'agitation est grande, plus la pression qu'elle exerce est grande. Donc l'essentiel à retenir de tout ça, c'est que la pression, ce sont les chocs des molécules des fluides sur les parois. Donc imaginez des milliards et des milliards de molécules qui tapent sur une surface. Donc c'est ça la pression. Conclusion. La pression d'un fluide est liée aux agitations internes des molécules de ce fluide. La force pressante est due au choc des molécules d'un fluide avec les parois des récipients qui les renferment. Plus l'agitation est grande, plus la pression et l'intensité de la force pressante augmentent. Donc la pression est une grandeur mesurable. On la mesure avec un manomètre. Et là comme unité internationale le pascal, mais on a d'autres unités ou des multiples, ça dépend. On a le hectopascal qui vaut 100 pascal. On a le bar pour les grandes pressions qui vaut 10 à la puissance 5 pascal. On a l'atmosphère qu'on utilise pour la mesure de la pression atmosphérique. Donc l'atmosphère vaut 1013 hectopascal ou 1,013 10 à la puissance 5 pascal. Le millimètre de mercure qu'on utilise maintenant rarement, on a 760 mm de mercure qui est égal à 1 atmosphère. Donc là, ce sont des relations pour des conversions. Relation entre la pression et la force pressante. On démontre que l'intensité de la force pressante est proportionnelle à la pression des fluides. Donc la relation, on a l'intensité de la force pressante F est égale à la pression fois la surface de la surface subissant cette action. Donc on s'arrête là, le cours s'arrête là, les exercices seront sur une autre vidéo.